Bonjour, je m'appelle Amélie et j'ai 30 ans. J'habite à Bordeaux, en France, avec mon mari, Romain, et notre fille de 10 ans, Léa. En apparence, ma vie pourrait sembler ordinaire. Le travail, l'école, les factures et des week-ends remplis de courses et de lessive. Mais au fond de mon monde, il y a toujours une tension qui ne semble jamais disparaître. Cela commence avec ma famille, celle dans laquelle je suis née, et la façon dont j'ai été élevée dans l'ombre de quelqu'un d'autre. En grandissant, je n'ai jamais été l'enfant préféré. Cette place était réservée à ma sœur cadette, Clara. D'aussi loin que je me souvienne, notre mère, Hélène, traitait Clara comme si elle était un joyau précieux. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, était louée comme si c'était la chose la plus importante au monde. Si Clara dessinait un tableau, il était encadré et accroché au mur. Si je ramenais une bonne note, elle était mise de côté avec un rappel que j'aurais pu faire mieux. Mon père, Philippe, ne m'a jamais défendu. Il n'était pas cruel, mais il était silencieux, laissant toujours les paroles de ma mère dominer la maison. J'ai appris très tôt à vivre ignoré. Quand j'ai épousé Romain à 19 ans, une partie de moi pensait que j'échappais enfin à cette dynamique. Romain m'aimait pour qui j'étais, pas pour qui j'avais échoué d'être aux yeux de mes parents. Nous avons commencé notre vie ensemble avec très peu. Il y avait des nuits où nous comptions les pièces justes pour payer l'essence et des jours où le dîner n'était rien de plus que du riz et des lentilles. Mais nous avons travaillé côte à côte, avançant, économisant petit à petit jusqu'à ce que nous commencions à construire quelque chose de significatif. L'une de nos plus grandes réalisations a été de créer un fonds pour l'avenir de Léa. Pendant plus de 10 ans, à travers des petits boulots, des vacances sautées et d'innombrables sacrifices, Romain et moi avons économisé 30 000 €. Ce n'est pas une fortune, mais pour nous, cela représente tout, notre sueur, notre détermination, et surtout, notre espoir que Léa n'aura jamais à ressentir la même négligence que moi. Cet argent est son filet de sécurité, sa chance d'aller à l'université, son opportunité de rêver plus grand que nous ne l'avons pu. Je n'aurais jamais imaginé que parler de cela à ma mère serait une erreur, mais je l'ai fait. Et une fois qu'elle a su, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, une vieille faim, une sorte de cupidité que j'avais déjà vue chaque fois qu'elle parlait d'argent. Clara, bien sûr, a également appris l'existence du fonds. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à laisser entendre, parfois en plaisantant, parfois non, que je devrais utiliser cet argent pour son grand jour. Au début, j'en ai ri, lui disant clairement que l'argent était pour Léa. Mais les blagues se sont transformées en exigences, et les exigences en pression, de sa part et de celle de ma mère. Elles insistaient sur le fait que la famille devait se sacrifier les uns pour les autres, qu'un mariage était une raison parfaite pour dépenser sans compter. Je suis restée ferme même si leur voix devenait plus acerbe. Romain est resté à mes côtés pendant tout cela. Il était mon ancre, me rappelant que l'avenir de Léa passait avant tout. Pourtant, la pression constante de ma famille pesait lourdement sur moi. Je redoutais le jour du mariage de Clara, non pas parce que je ne voulais pas la voir mariée, mais parce que je craignais exactement ce qui allait arriver. Au fond de moi, je savais qu'elle ne laisserait pas passer cela tranquillement. Ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où elles iraient, ou que ma fille paierait le prix de leur cupidité. Le jour du mariage de Clara est arrivé avec tout le faste et le clinquant que l'on attendrait dans une salle de réception élégante de Bordeaux. La salle était inondée de fleurs, des roses et des lys suspendus dans de grands vases, des guirlandes drapées sur la scène, et des lumières qui scintillaient comme des étoiles au plafond. Les invités affluaient, vêtus de costumes impeccables et de robes scintillantes, vibrant d'excitation à l'idée de l'union de l'enfant chéri. Partout où je me tournais, le nom de Clara était sur les lèvres des gens. Elle était la mariée radieuse, la fierté de la famille et la star de la soirée. Je me tenais discrètement sur le côté, lissant la robe de Léa tandis qu'elle gigotait avec un ourlet. Romain était à proximité, saluant quelques-uns de ses cousins, sa présence calme me stabilisant même dans le chaos. Mes beaux-parents, Martine et Étienne, étaient également présents, se mêlant aux invités. Ils n'étaient pas méchants ce soir-là, mais leur distance m'était familière. J'avais depuis longtemps accepté qu'ils me considèrent comme quelqu'un d'insuffisamment bien pour leur fils. L'amour et la loyauté de Romain me maintenaient stable, mais je ressentais toujours la piqûre de leur jugement dans de petits regards et des conversations hachées.
Alors que je regardais Clara être adorée et admirée, je ne pouvais pas empêcher la vieille douleur de refaire surface. C'était la même douleur que je portais depuis l'enfance, celle d'être invisible, négligée, toujours une ombre à côté de la lumière de ma sœur. Clara glissait à travers la salle dans sa robe brodée, chaque pas gracieux, chaque sourire répété et parfait. Notre mère, Hélène, la suivait de près, rayonnante comme si elle avait elle-même accompli quelque chose de remarquable. Les invités les adulaient, offrant des compliments et de l'admiration. J'entendais des phrases comme « Quelle belle mariée et Hélène, vous devez être si fière ». Personne ne me remarquait. Personne ne me demandait comment j'allais ou comment allait Léa. Cela avait toujours été l'histoire de ma vie, le monde de Clara était le centre et j'étais le personnage de fond. Manon, mon amie la plus proche, me rejoignit un instant, sa main chaude effleurant la mienne. « Tu tiens le coup » murmura-t-elle. J'acquiesçai, bien que la constriction dans ma poitrine disait le contraire. Manon avait toujours senti quand quelque chose n'allait pas. Je la surpris jetant un regard suspicieux vers Hélène et Clara, comme si elle savait déjà qu'une tempête se préparait. La musique s'amplifia alors que la cérémonie commençait, et les invités s'installèrent à leur place. L'air était épais de célébration, mais sous les rires et les applaudissements, je sentais une tension rongeante. Les yeux d'Hélène avaient trouvé les miens à travers la salle plus d'une fois, vifs et évaluateurs. Ceux de Clara aussi s'attardaient sur moi d'une manière qui me nouait l'estomac. J'essayais de me secouer. Pour le bien de Léa, je voulais que la soirée se passe paisiblement. Elle méritait de voir de la joie, pas de conflit. Mais au fond de moi, je savais que ma mère et ma sœur n'en avaient pas encore fini avec moi. Elles attendaient le bon moment. La cérémonie avait à peine commencé lorsque je remarquai Hélène me faisant signe vers la scène. Son expression était sévère, ses lèvres pincées. Clara se tenait à côté d'elle, radieuse dans sa robe, bien que ses yeux brûlent d'impatience. Léa traînait derrière moi, agrippée à ma main alors que nous montions les marches jusqu'à l'endroit où elle se tenait. Hélène ne perdit pas de temps en politesse. « Nous devons régler la facture du traiteur », siffla-t-elle, sa voix basse mais acérée. 10 000 € maintenant. Je me figeai, les mots me frappant comme de l'eau glacée. La demande était effrontée, même pas déguisée en requête. « Quoi » murmurai-je en retour. « Je vous ai déjà dit que cet argent n'est pas disponible. C'est le fonds d'avenir de Léa. » Les yeux de Clara se plissèrent. Elle se pencha, sa voix dégoulinante de supériorité. « C'est mon mariage, Amélie. Tout doit être parfait. Veux-tu que je sois humiliée devant tous ces gens parce que le traiteur s'en va? Tu as l'argent. Donne-le-nous. » Je resserrai ma prise sur la main de Léa, sentant ses petits doigts trembler dans les miens. « Non, dis-je fermement, ma voix tremblante mais résolue. Romain et moi avons travaillé pendant 10 ans pour économiser cet argent. Il appartient à Léa, et il ne bougera pas. » Le visage d'Hélène se tordit de colère. « Fille égoïste » cracha-t-elle. « Nous t'avons élevée, nourrie, tout donné, et maintenant tu ne peux même pas soutenir le mariage de ta propre sœur. Clara est la fierté de cette famille. Qu'est-ce que tu es? Rien qu'une déception. » Je sentis le mot me piquer. Les mêmes mots qu'elle m'avait lancés toute ma vie. Mais cette fois, quelque chose en moi refusait de plier. « Je ne vous donnerai pas cet argent », répétai-je plus fort cette fois. Les joues de Clara devinrent écarlates. « Incroyable », murmura-t-elle assez fort pour que les invités proches l'entendent. Les têtes commencèrent à se tourner, les murmures se répandant comme une traînée de poudre. Je pouvais sentir des yeux sur moi, jugeant, questionnant, tandis que la voix d'Hélène devenait plus forte, nourrissant l'humiliation. « Tu as toujours été un échec, Amélie », ricana Hélène. « Pas étonnant que personne ne te respecte. Même tes beaux-parents te méprisent. Et maintenant tu veux aussi ruiner le mariage de Clara. » J'aperçus Manon au bord de la foule. Elle tenait son téléphone à la main, ses yeux fixés sur nous. Elle ne souriait pas. Elle savait que quelque chose allait se passer. Léa serra ma main plus fort, ses yeux grands et effrayés. Je m'accroupis légèrement, lui murmurant « Ça va aller, mon amour. N'aie pas peur. » Mais même en le disant, l'appréhension se nouait dans mon estomac. Clara n'avait pas fini.
Elle se pencha, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux que seul moi pouvais entendre. Si tu ne le donnes pas volontiers, tu le regretteras. À ce moment-là, je savais que la tempête que j'avais tant redoutée était enfin arrivée. Les murmures autour de la salle s'amplifièrent, se tissant dans une toile de tension qui me serrait la poitrine. Les invités se remuaient sur leurs sièges, tendant le cou pour voir ce qui se passait sur la scène. Je pouvais sentir des centaines d'yeux me transpercer, attendant de voir comment la fille oubliée réagirait aux insultes de sa mère et aux exigences de sa sœur. La voix d'Hélène s'éleva au-dessus des murmures, nette et cinglante. Voyez-vous ça? Ma propre fille refuse d'aider sa sœur le jour le plus important de sa vie. Quel genre de femme fait ça? Quel genre de mère? Clara se tenait à côté d'elle, tremblante de rage. Son visage, autrefois peint du délicat sourire d'une mariée, se déformait maintenant en quelque chose de féroce. Elle tourna sa fureur vers moi, puis ses yeux se posèrent sur Léa, debout silencieusement à mes côtés. J'ai vu l'étincelle de cruauté là avant de pouvoir bouger, avant même de pouvoir comprendre ce qui allait arriver. Clara se jeta en avant. Elle attrapa Léa par les cheveux avec une telle force que ma fille poussa un cri, un son qui traversa la musique et les rires et brisa la salle en un silence. Des halètements éclatèrent de la foule tandis que Clara tirait Léa en avant, la traînant à travers la scène comme si elle n'était rien de plus qu'une poupée. « Arrête! Clara! Arrête !» criai-je, me jetant vers elle. Mais Hélène tendit un bras pour me bloquer, son visage tordu de mépris. « Tu t'es attiré ça, Amélie !» cracha Hélène, sa voix dégoulinante de venin. « Tu apportes toujours la honte à cette famille. » Je la repoussai, mais il était trop tard. Clara frappa la tête de Léa contre le mur latéral de la scène. Le bruit sourd et écœurant résonna dans la salle. Le cri de ma fille se transforma en un sanglot étranglé tandis que Clara, toujours agrippant ses cheveux, la projeta en avant et la fit tomber de la scène. Le monde se brouilla un instant. Je ne pouvais plus respirer, ni bouger. Tout ce que je voyais, c'était Léa étendue sur le sol en dessous, son petit corps tremblant, ses mains agrippant sa tête. Des cris remplirent l'air maintenant. Des invités se levaient. Le chaos se répandait comme une tempête. Les beaux-parents de Clara, qui se tenaient fièrement quelques instants auparavant, fixaient maintenant l'horreur, la bouche ouverte. L'un d'eux cria « Quel genre de famille est-ce » Leurs voix portèrent à travers la salle, scellant le destin de Clara à cet instant. « Léa !» criai-je, me précipitant de la scène, mon cœur battant si fort qu'il me semblait qu'il allait éclater. Romain apparut de la foule, son visage pâle, ses yeux flamboyants de fureur. Il s'agenouilla à côté de notre fille, la serrant doucement dans ses bras. « Je te tiens, mon amour » murmura-t-il, la voix brisée. Martine et Étienne se frayèrent un chemin à travers la foule, leurs expressions stupéfaites. Pour une fois, il n'y avait aucune critique dans leurs yeux, seulement de la peur et de l'incrédulité. Manon était déjà au téléphone, sa voix calme alors qu'elle parlait dedans. « Oui, c'est une urgence. Une enfant a été agressée. Nous avons besoin de la police et des pompiers immédiatement. » « Oui. » À la salle de réception de la rue Montaigne. Hélène descendit lentement de la scène, le menton levé comme si elle croyait encore avoir le dessus. « Si tu nous avais juste donné l'argent, rien de tout cela ne serait arrivé, » dit-elle froidement, ses mots tranchant le silence stupéfait. Je me retournai vers elle, ma rage bouillonnant. « Vous osez me blâmer? Ma fille, votre petite fille, saigne à cause de vous? C'est vous et Clara qui avez fait ça? Pas moi. Vous. » Les invités éclatèrent en cris d'accord et d'indignation. Une femme de la foule cria « Que quelqu'un les arrête !» Un autre homme cria « C'est de l'abus !» Clara, toujours sur scène, regarda autour d'elle comme si elle sortait d'une transe. Elle vit ses beaux-parents secouer la tête, les vit chuchoter furieusement entre eux. Son nouveau mariage s'effondrait avant même d'avoir commencé. « C'est fini pour vous », dit l'un d'eux assez fort pour que tout le monde l'entende. « Nous ne lierons pas notre famille à des monstres. » Ils se retournèrent et commencèrent à partir, leur pas lourd de finalité. Romain souleva doucement Léa dans ses bras. Elle gémit, son visage enfoui contre sa poitrine. Je restai près d'eux, lui touchant la joue, lui murmurant « Ça va aller, ma puce.
Nous sommes là. Mes mains tremblaient en lui caressant les cheveux, essayant de la calmer tandis que mon propre cœur me semblait se briser. Le son des sirènes à l'extérieur rompit le chaos. Des lumières rouges et bleues clignotèrent contre les fenêtres de la salle tandis que la police et les pompiers faisaient irruption à l'intérieur. Des officiers se répandirent dans la foule, leur présence imposant le silence. Manon tendit son téléphone à l'un d'eux, montrant la vidéo qu'elle avait capturée. « Tout est là », dit-elle fermement. Chaque seconde. Les officiers agirent rapidement. Hélène et Clara furent toutes deux maîtrisées, leur protestation noyée par les cris des invités. Clara hurla, elle l'a mérité. Elle a tout ruiné. Mais les mots ne firent que solidifier sa culpabilité. Alors que les pompiers examinaient Léa, la sanglant doucement sur une civière, je serrai le bras de Romain. Sa mâchoire était serrée, ses yeux vitreux, mais sa voix était calme. Nous ferons en sorte qu'elle paie pour cela, Amélie. Je te le promets. J'acquiesçai, ma vision brouillée par les larmes. Pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose changer. Ce n'était pas juste une autre humiliation, une autre blessure à enfouir. C'était la ligne qu'elles avaient franchie, le point de non-retour, et j'en avais fini d'être silencieuse. Les lumières clignotantes des voitures de police et de l'ambulance baignaient la salle de mariage de rouge et de bleu. La musique avait cessé depuis longtemps, remplacée par le son de voix affolées et de bruit de pas. Les invités, venus pour célébrer, étaient maintenant figés sous le choc, se murmurant les uns aux autres, leurs visages pâles. L'odeur des fleurs se mêlait à une saveur métallique de peur. Je restai près de Romain pendant que les pompiers s'accroupissaient à côté de Léa, leurs mains rapides mais douces. Ils examinèrent sa tête, faisant briller une petite lampe de poche dans ses yeux, lui posant des questions d'une voix douce. Elle gémit, répondant par de minuscules hochements de tête. Je retins mon souffle jusqu'à ce que l'un des pompiers me regarde et dise « Elle est stable, mais nous devons l'emmener pour une évaluation complète. » Stable. Le mot me sembla être de l'air qui se précipitait dans mes poumons. Romain monta dans l'ambulance à côté de Léa, tenant sa petite main dans la sienne. Je serrai le bord de la civière jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, refusant de la lâcher même un instant. Nous allons avec elle, dis-je fermement aux pompiers, ma voix tremblante mais résolue. Pendant ce temps, les policiers avaient rapidement sécurisé la scène. Manon tendit son téléphone, rejoignant la vidéo qu'elle avait enregistrée. L'écran montrait tout, Clara attrapant les cheveux de Léa, le bruit sourd et écœurant de sa tête contre le mur, la poussée qui l'avait fait tomber de la scène. L'audio était clair, le cri de Léa, mes cris, les mots froids d'Hélène. C'était une preuve indéniable. 2 officiers marchèrent vers Hélène et Clara. Hélène tenta de garder la tête haute, sa fierté refusant de plier, mais il y avait de la peur dans ses yeux maintenant. Clara lutta, sa voix stridente alors qu'elle criait « Elle a ruiné mon mariage. Elle a tout ruiné. » Les officiers l'ignorèrent, lui attachant les bras derrière le dos et lui lisant ses droits. La vue de ma sœur menottée aurait dû me faire sentir victorieuse, mais tout ce que je ressentais était un engourdissement. Martine et Étienne se frayèrent un chemin à travers la foule, leur réserve habituelle disparue, leur visage bouleversé. « Amélie » dit Martine à bout de souffle, ses yeux se posant sur Léa sur la civière. « Nous ne savions pas. C'est impensable. » Étienne acquiesça, la mâchoire serrée. « Votre fille passe en premier. Nous sommes avec vous maintenant. » Leurs mots me surprirent. Mais à ce moment-là, j'étais trop concentrée sur Léa pour pleinement traiter leur changement. Les beaux-parents de Clara se tenaient au bord du chaos, leurs expressions pleines de dégoût. « Ce mariage est terminé », déclara l'un d'eux à voix haute, sa voix résonnant dans la salle. « Nous ne voulons pas faire partie de cette famille. » Sur ce, ils se retournèrent et sortirent, leurs pas lourds, leur décision finale. La foule s'écarta tandis que les pompiers emmenaient Léa en civière. Je la suivis de près, ma main sur l'épaule de Romain, Manon traînant derrière avec des larmes aux yeux. Dehors, l'air nocturne était frais contre ma peau brûlante. Je jetai un dernier coup d'œil pour voir Hélène et Clara être conduites dans des voitures de police séparées, leurs hurlements et leurs malédictions avalées par le claquement des portes. Pendant des années, elles m'avaient humiliée en privé et en public. Mais cette fois, ce n'était pas que des mots. Cette fois, elle s'était attaquée à ma fille, et cette fois elle ferait face aux conséquences.
Alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que la sirène hurlait, je m'assis à côté de Romain et Léa, serrant la main de ma fille, lui murmurant encore et encore, « Tu es en sécurité, mon amour. Nous sommes là. Maman et papa sont là. » Pour la première fois de ma vie, je sentis une étincelle de pouvoir monter dans ma poitrine. Ma famille avait essayé de me briser, mais elles étaient allées trop loin. Et maintenant, la justice était en marche. Le trajet en ambulance sembla interminable, bien qu'en réalité il n'ait pas duré plus de 15 minutes. J'étais serré contre Léa, tenant sa petite main tandis que Romain lui frottait doucement l'épaule, lui murmurant de rester éveillé, de rester calme. Les ambulanciers travaillaient sans relâche, vérifiant ses signes vitaux, parlant dans des radios, leur professionnalisme calme m'empêchant de m'effondrer complètement. À l'hôpital, des lumières blanches vives et l'odeur d'antiseptique m'ont submergé alors qu'ils emmenaient Léa dans une salle d'examen. Romain et moi avons suivi, le cœur battant. Les médecins l'ont rapidement entouré, examinant le gonflement sur sa tête, commandant des scanners et notant ses blessures. Je me tenais dans le coin, les poings serrés, priant silencieusement. Après ce qui semblait des heures, mais n'était qu'un court instant, un médecin s'est approché de nous. Son expression était ferme mais rassurante. « Votre fille a une légère commotion cérébrale et quelques contusions », a-t-il expliqué. Heureusement, il n'y a pas de lésion cérébrale grave. Elle aura besoin de repos, d'observation et de visites de suivi, mais elle va se rétablir. Des larmes de soulagement ont coulé sur mon visage. Romain a poussé un soupir qu'il devait retenir depuis le moment où Clara avait attaqué. Nous sommes allés au chevet de Léa, lui tenant les mains, lui promettant qu'elle était en sécurité. Elle nous a souri faiblement et même dans son épuisement, elle a murmuré « Maman, papa, je vais bien. » Mais je savais qu'elle n'allait pas vraiment bien. Les blessures physiques guériraient, mais le souvenir de ce qui s'était passé sa propre tante la traînant par les cheveux et la frappant contre un mur ne s'effacerait pas facilement. Cette pensée a renforcé ma détermination. Pendant que Léa se reposait, Martine et Étienne nous ont rejoints à l'hôpital. Leur ton était différent maintenant, doux, solidaire, ébranlé. « Nous voulons aider », a dit Étienne tranquillement. « Nous avons vu ce qu'elles ont fait. Aucun enfant ne mérite cela. » Pour la première fois, j'ai senti qu'ils ne me regardaient pas avec jugement, mais avec solidarité. Plus tard ce soir-là, Romain et moi avons rencontré un avocat recommandé par Manon. Nous avons tout exposé, les années de favoritisme, les demandes répétées pour le fonds d'études de Léa, la confrontation sur scène et l'agression brutale. Manon a fourni la vidéo de son téléphone, que l'avocat a copiée immédiatement. Le rapport médical documentant les blessures de Léa a été ajouté au dossier croissant de preuves. Des témoins, y compris Manon et plusieurs invités, avaient déjà parlé à la police. L'avocat s'est penché en avant, sa voix calme. « Vous avez une affaire en béton. Clara fera face à des accusations d'agression sur enfant, et Hélène fera face à des accusations d'agression et de contrainte. Le rôle de Philippe pourrait également être examiné s'il est prouvé qu'il a permis ou encouragé leur comportement. Nous allons non seulement engager des poursuites pénales, mais aussi une ordonnance de protection. Elles ne pourront plus s'approcher de vous ou de Léa. » En entendant ces mots, un poids s'est levé de ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, la justice semblait à portée de main. En retournant au chevet de Léa cette nuit-là, la regardant dormir paisiblement sous les lumières tamisées de l'hôpital, je savais une chose avec certitude, elles avaient franchi la ligne, et je ne me reposerai pas tant que la loi ne les ferait pas payer pour cela. La salle d'audience du palais de justice de Bordeaux était plus froide que je ne l'avais imaginé, tant par sa température que par son atmosphère. Les murs étaient nus, les bancs raides, et l'air lourd de tension. Romain s'assit à côté de moi, sa main serrant fermement la mienne, tandis que Martine et Étienne s'asseyaient juste derrière nous pour nous soutenir. Manon était également là, son téléphone, preuve sécurisée entre les mains du procureur, prêt à être présenté. Lorsque l'huissier appela l'affaire, je sentis mon estomac se tordre. Hélène et Clara furent escortées par des agents, toutes deux portant des uniformes du palais de justice au lieu des robes glamour qu'elles avaient exhibées au mariage. Le visage de Clara était pâle, sa mâchoire serrée de défi, tandis qu'Hélène se tenait avec la même arrogance qu'elle avait toujours eue, comme si elle croyait encore pouvoir se tirer d'affaire en parlant. Le procureur exposa clairement l'affaire.
Il parla du fonds d'avenir de 30 000 €, de la pression incessante pour obtenir l'argent, et de la confrontation sur scène qui s'était terminée par de la violence. Il introduisit la vidéo que Manon avait capturée, la mettant en pause à des moments clés, Clara tirant les cheveux de Léa, l'impact écœurant de sa tête contre le mur, les cris horrifiés des invités. Le son du cri de Léa résonna dans le silence de la salle d'audience, et des larmes coulèrent sur mes joues alors que je le revivais. Puis vint le rapport médical. La déclaration du médecin décrivait la commotion cérébrale, les contusions et les effets potentiels à long terme du traumatisme. Des photos des blessures de Léa furent distribuées, chaque image me transperçant comme une lame, mais renforçant aussi ma détermination à voir la justice rendue. Des témoins furent appelés ensuite. Manon témoigna avec une clarté inébranlable, décrivant exactement ce qu'elle avait vu et comment elle avait réagi. Plusieurs invités, y compris l'un des anciens beaux-parents de Clara, confirmèrent le chaos et l'horreur de ce moment. Leurs mots étaient forts, monstrueux, impardonnables, inhumains. Quand ce fut mon tour, je me levai, mes genoux tremblants, mais ma voix ferme. Je racontai à la cour mon enfance, le fait d'être ignorée, comment Clara avait toujours été l'enfant chéri tandis que j'étais mise de côté. J'expliquai comment Romain et moi avions constitué le fonds d'avenir, comment ma mère et ma sœur l'avaient exigé, et comment j'avais refusé de sacrifier l'avenir de ma fille. Enfin, je décrivis l'agression non seulement comme une mère voyant son enfant souffrir, mais aussi comme une fille trahie par sa propre famille. La défense tenta de minimiser ce qui s'était passé, qualifiant cela de moment de colère et insistant sur le fait que Clara n'avait pas voulu faire de mal grave. Mais la vidéo détruisit cet argument. Le visage du juge resta sévère, insensible aux excuses. Lorsque le verdict fut rendu, il me sembla que toute la salle d'audience expira. Clara fut reconnue coupable d'agression sur enfant et condamnée à de la prison. Hélène fut reconnue coupable d'agression et de contrainte, également condamnée à de la prison. Philippe, bien que non accusé d'agression physique, fut pénalisé pour avoir permis et omis d'intervenir, son nom étant à jamais entaché dans les archives. Puis le juge prononça les mots que j'avais tant espérés, une ordonnance de protection. Hélène, Clara et Philippe furent interdits de tout contact avec moi, Romain ou Léa, pour toujours. Alors que le marteau frappait, je sentis enfin mes épaules se relâcher. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas impuissante. La justice avait parlé, et elle était de notre côté. Quand les portes de la salle d'audience se sont enfin refermées derrière nous, j'ai eu l'impression d'entrer dans un nouveau monde. Le poids des années, des décennies même, s'était enfin envolé de ma poitrine. Pendant si longtemps, j'avais été la fille qui n'était jamais assez bien. La sœur qui était toujours invisible. Mais maintenant, pour la première fois, j'avais tenu bon. Non seulement pour moi, mais pour Léa. De retour à la maison, la vie a commencé à prendre un rythme plus doux. Léa s'est rétablie lentement, ses rires revenant par petites touches prudentes. Les cauchemars se sont estompés avec le temps, même s'il y avait encore des nuits où elle se réveillait en pleurant et Romain ou moi restions à son chevet, lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Le plus important, c'est qu'elle savait qu'elle était en sécurité et que ses parents ne la laisseraient jamais tomber. Martine et Étienne m'ont le plus surprise. Les personnes qui me jugeaient autrefois venaient maintenant presque tous les jours, apportant des provisions, proposant de garder Léa, et restant avec elle pendant que Romain et moi assistions aux réunions de suivi avec l'avocat. Martine s'agenouillait aux côtés de Léa, lui tenant la main, ses yeux doux de regret. Étienne, d'habitude si stoïque, m'a un jour murmuré: « Nous vous avons mal jugé, Amélie. Nous voyons maintenant la force qu'il faut pour se battre pour son enfant. Vous avez notre respect et notre soutien. » Ces mots ont signifié plus que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin de leur approbation. Il s'agissait de savoir que Léa avait maintenant des grands-parents qui se souciaient vraiment d'elle. Le lien entre nous est devenu plus fort, se transformant en quelque chose que j'avais cru impossible autrefois, une véritable unité familiale, unie non par le sang, mais par la loyauté, la confiance et l'amour. Quant à moi, j'ai trouvé la guérison par de petits pas constants. La thérapie m'a aidé à démêler des années de blessures infligées par ma mère et ma sœur. Romain n'a jamais quitté mon côté. Son amour inébranlable me rappelait chaque jour que je n'étais pas seule. Manon est restée mon ancre. Son amitié, un rappel que la vraie famille n'est pas toujours liée par le sang.
Les cicatrices de ce qui s'est passé ne disparaîtront jamais complètement, mais elles ne nous définissent plus. Ce qui nous définit, c'est la survie, la résilience et la décision de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti l'espoir s'étendre largement devant moi, comme un horizon sans ombre. Des mois ont passé et le chaos de cette nuit a commencé à s'estomper dans les souvenirs. La vie s'est installée dans quelque chose de stable, quelque chose de paisible. La force de Léa m'a émerveillée. Elle est passée d'une petite fille effrayée serrant ma main à une élève confiante levant la main en classe. La thérapie lui a donné les outils pour guérir, et l'amour qui l'entourait à la maison l'a reconstruite plus forte que jamais. Un après-midi, Romain et moi étions assis dans l'auditorium bondé de l'école de Léa. Martine et Étienne étaient assis à côté de nous, applaudissant poliment à chaque enfant appelé sur scène. Lorsque le nom de Léa a retenti, j'ai senti ma poitrine se gonfler. Elle a marché avec confiance sur scène pour accepter un prix d'excellence en sciences, un projet dans lequel elle avait mis tout son cœur. La foule a applaudi et j'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes, la regardant rayonner de fierté. Alors qu'elle brandissait son certificat, Romain s'est penché et a murmuré « C'est pour ça que nous nous sommes battus ». Il avait raison. Ces 30 000 € n'étaient pas seulement un compte d'épargne. C'était le symbole de son avenir, la promesse qu'elle aurait toujours une chance de poursuivre ses rêves sans que personne ne la détruise. J'ai regardé ma fille, mon mari, les grands-parents qui nous avaient finalement accueillis avec chaleur, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Ma mère, mon père et ma sœur avaient été éloignés de nos vies par décision de justice. Et pour une fois, cela ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à une liberté. J'ai serré la main de Romain et me suis murmuré, « Nous sommes en sécurité. Nous sommes libres. » Et l'avenir de Léa est plus brillant que jamais. Pour la première fois, je savais que le cycle avait été brisé. Cette histoire nous rappelle que peu importe la trahison ou la douleur que nous affrontons, défendre ce qui est juste peut tout changer. La justice trouve toujours son chemin, et la force de la famille et de l'amour finira toujours par l'emporter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous de liker la vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes. Votre soutien nous aide à apporter du contenu plus inspirant chaque semaine.